Nous allons donc abandonner la maladie ulcéreuse pour aller regarder du côté des voies biliaires. Et vous avez donc proposé ce dossier euh, qui parlait d'un homme de 61 ans qui était hospitalisé devant l'apparition d'un ictère. L'ictère, c'est la jaunisse, cutanéo-muqueux, d'installation rapide. Alors ça, c'est important, hein. Un ictère d'installation lente, souvent d'ailleurs alors précédé d'un prurite, évoque plus une cause compressive qu'un obstacle aigu de la voie biliaire. 36 heures après une douleur de l'hypochondre droit, partiellement régressive. L'examen clinique retrouve donc la coloration jaune de la peau et des conjonctives et une fièvre à 40, avec frisson. Et une douleur bloquant la respiration lors de la palpation de l'hypochondre droit. Un bilan biologique demandé en urgence met en évidence une hyperleucocytose à 16 000. Un petit syndrome de cytolyse d'accompagnement aux alentours de 2 à 3 N. Des gamma-GT très élevés à 25 N. Et une hyperbilirubinémie à 103 micromoles. Je vous rappelle que la bilirubine, quand elle est supérieure à 25 millimoles, est en faveur explique l'ictère. Donc 90 millimoles de forme conjuguée, ce qui permet donc d'emblée d'orienter le diagnostic. Sur les données dont vous disposez, comment définiriez-vous sémiologiquement la symptomatologie présentée par ce patient? Là, c'est une question de cours, c'est simplement pour que les choses soient claires entre nous. Ici, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez premièrement un ictère. Deuxièmement, cholestatique. Qu'est-ce que ça veut dire cholestatique? La cholestase, c'est donc le syndrome de cholestase. Et le syndrome de cholestase est un syndrome qui se définit pour un hépatologue de trois manières. Premièrement, cliniquement. Cliniquement, c'est quoi? C'est un ictère cutanéo-muqueux à urine foncée et à sel décoloré. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous avez une cholestase, vous allez avoir la bilirubine qui ne sort plus du foie. Cette bile ne sort plus du foie par les voies biliaires. Il y a donc une rupture à l'origine du cycle entérohépatique. Comme il n'y a plus cette sortie de bile par la voie biliaire, cette bile va refluer, les sels biliaires vont refluer dans le sang, et ce reflux massif de sels biliaires dans le sang va expliquer l'ictère. Deuxièmement, il va y avoir des sels décolorés puisqu'il y a la rupture du cycle entérohépatique, donc plus de stercobilinogène. Enfin, le rein va essayer d'épurer au maximum cette bile qui se trouve dans le sang, entraînant une augmentation de l'urobilinogène et donc les urines foncées. À côté de cette définition clinique, il y a une définition biologique, et cette définition biologique, c'est une augmentation des sels biliaires, mais qui ne sont pas dosés en pratique. C'est une augmentation principalement de la bilie totale, mais avec une augmentation favorisée de la bilirubine conjuguée. L'augmentation des phosphatases alcalines est très importante à noter et quelquefois elle précède l'augmentation de la bilirubine. En la précédant, elle permet de définir ce que l'on appelle les cholestases anictériques. Parce que l'ictère, c'est l'élévation de la bilirubine. Mais les phosphatases alcalines peuvent être augmentées alors qu'il n'y a pas encore d'ictère. Attention néanmoins, les phosphatases alcalines peuvent être aussi d'origine osseuse et les causes les plus fréquentes d'augmentation de la phosphatase alcaline, ce sont les causes osseuses, la croissance, la grossesse, etc. Et donc, attention sur une phosphatase alcaline isolée de ne pas aller trop vite dans l'hypothèse d'une cholestase anictérique. L'élévation de la GGT, de la gamma-GT, était bien évidemment associée, mais elle a une très faible spécificité. L'augmentation des 5' nucléotidases est globalement non faite en pratique. Enfin, vous allez avoir une augmentation du cholestérol total et une diminution du TP
la diminution du TP est liée, bien évidemment, à la rupture du cycle entérohépatique, qui va entraîner, donc, du fait de l'absence de bile dans le tube digestif, un blocage de l'absorption lipidique, et notamment des vitamines liposolubles A, D, E et K. Et l'absence d'absorption de la vitamine K va expliquer le fait qu'il y a un déficit rapide de vitamine K. Les stocks de vitamine K sont extrêmement faibles. Rappelez-vous pour cela qu'à la naissance, on donne de la vitamine K aux bébés qui viennent naître. Eh bien, ces stocks étant très faibles, très rapidement, les facteurs de la coagulation vitamino-K dépendants ne vont plus être suffisamment sécrétés. C'est les facteurs 2, 7, 9, 10. Et ces facteurs vont manquer, expliquant la baisse du TP, mais avec un facteur 5 conservé, ce qui différencie le problème de la cholestase de le problème de l'insuffisance hépatocellulaire. Ici donc, vous avez bien un syndrome cholestatique, clinique et biologique. Le dernier élément, c'est l'histo. Si on faisait une biopsie, eh bien, nous pourrions voir que ce syndrome de cholestase entraîne des thrombis biliaires, des blocages biliaires. Donc ici, je répète, nous avons un ictère, deux cholestatiques sur les éléments donnés. C'est un ictère cholestatique d'installation aiguë. C'est important à noter parce que ça évoque plutôt une cause de blocage aigu. Quatrièmement, c'est douloureux, le patient a mal. Et cinquièmement, c'est fébrile. Le fait de faire se relever sémiologique est extrêmement important. J'efface ici, tout simplement pour vous faire un tout petit schéma, pour vous dire qu'est-ce que l'on fait donc devant un ictère cholestatique quand on évoque ce diagnostic cliniquement, plus ou moins biologiquement. Eh bien, devant un ictère cholestatique, la première question, donc, vous êtes face à un ictère. Première question, est-ce qu'il est cholestatique ou non cholestatique? Cholestatique, on a dit, urine foncée, sel décoloré, plus ou moins la biologie. Vous êtes face à un ictère cholestatique, urine foncée, sel décoloré, eh bien, il faut faire une échographie pour différencier les causes extra-hépatiques, devant une dilatation des voies biliaires, des causes intra-hépatiques. C'est une cause extra-hépatique, fatalement le processus est bilio-pancréatique et le traitement, la prise en charge sera chirurgicale. Quand je parle de chirurgie, je mets dedans l'endoscopie interventionnelle. La cause est intrahépatique, le problème est donc dans l'hépatocyte et il va falloir discuter la prise en charge de la maladie hépatocytaire sous-jacente. C'est un problème, on va dire, de médecine interne, médecine pure, et on va aller vers l'IRM, vers les anticorps, notamment anticorps antimitochondrie, vers éventuellement la ponction biopsie hépatique. Si vous avez un ictère non cholestatique, alors le problème, c'est un problème hémato, car la principale cause, c'est l'hémolyse, avec ses différentes causes corpusculaires, extracorpusculaires, auto-immunes, etc. Alors il existe quelques causes hépatiques d'ictère non cholestatique. Ce sont principalement la maladie de Gilbert, extrêmement fréquente, la maladie Crigler-Najjar, mais ce sont des causes tout à fait rares. Lorsque vous avez un ictère cholestatique aigu douloureux fébrile, la principale cause, c'est une cause extra-hépatique, parce qu'on oriente directement vers une urgence médico-chirurgicale. Donc, ce relevé sémiologique, qui paraît extrêmement simple, doit être strictement fait au moment de la lecture de votre dossier et derrière votre tête, vous devez commencer à raisonner sur les principales causes et sur le bilan que vous avez demandé. Quel diagnostic évoquez-vous en priorité ici? Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, devant un ictère cholestatique aigu, fébrile, douloureux, eh bien, la principale cause, très largement, c'est l'angiocolite lithiasique. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que l'origine lithiasique, c'est la plus fréquente. Et deuxièmement, c'est que vous avez un tableau d'angiocolite aiguë typique, avec une triade symptomatique qui fait apparaître dans l'ordre la douleur. Douleur, pourquoi? Parce que vous allez avoir un blocage brutal de la bile dans la voie biliaire principale et une mise en tension de la paroi cholédossienne, entraînant cette douleur
d'allure biliaire, de l'hypocondre droit, irradiant en hémiceinture, éventuellement à l'épaule homolatérale, avec quelquefois un signe de Murphy, c'est-à-dire un blocage inspiratoire lors de la palpation profonde de l'aire vésiculaire. Et cette triade, donc douleur prioritaire, puis fièvre. Pourquoi fièvre? Eh bien parce que vous allez avoir une stagnation de la bile dans le cholédoque. Qui dit stagnation de la bile dans le cholédoque dit surinfection rapide. Enfin, ictère. Pourquoi l'ictère? Eh bien parce que rupture à la base du cycle entérohépatique, la bile qui est sécrétée par le foie repart dans le mauvais sens au niveau de l'hépatocyte. Au lieu d'aller vers le pôle biliaire, elle part vers le pôle sanguin et elle va entraîner une augmentation de la bilirubine et tous les signes de la cholestase que nous avons vus. Donc, devant un ictère cholestatique aigu, fébrile, douloureux, le diagnostic que vous évoquez en priorité, c'est une angiocolite lithiasique, et ça doit être une angiocolite lithiasique jusqu'à preuve du contraire. Et dans votre tête, qui dit angiocolite lithiasique dit abcès, on va dire un ampième, parce que c'est une cavité naturelle qui est abcédée, donc un ampième des voies biliaires, du cholédoque, et on va rechercher cette triade symptomatique dans l'ordre qui fait qu'on est quasiment certain du diagnostic déjà cliniquement. Alors on est quasiment certain du diagnostic cliniquement, mais est-ce qu'on ne peut pas se tromper? Et la question qui vient derrière, c'est énumérer les principaux diagnostics différentiels à discuter dans ce cas. Alors, quand on est face à un syndrome d'ictère cholestatique, qui ressemble à une angiocolite aiguë, eh bien, il faut garder en mémoire que, bien évidemment, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'une cause extra-hépatique ou d'une cause intra-hépatique? On a l'impression comme ça que les causes d'une cholestase aiguë fébrile, ça ne peut être qu'extra-hépatique, ça ne peut être qu'un blocage de la voie biliaire principale. Eh bien, c'est vrai. En termes de fréquence, c'est bien ça la cause principale, mais la cause principale, c'est la maladie lithiasique. Et finalement, d'autres causes d'angiocolite aiguë, de causes extra-hépatiques, eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Je vous ai mis ici l'ascaris. Et vous avez vu, c'est le seul pour lequel j'ai mis en gras, j'ai mis un point, parce que, bien évidemment, c'est des contextes particuliers, mais une cause parasitaire qui bloque le cholédoque, ça agit exactement comme le calcul, et ça peut donner des tableaux particuliers. À côté de cette cause parasitaire, la deuxième cause, c'est ce que j'appelle le syndrome de Mirizzi. Qu'est-ce que c'est le syndrome de Mirizzi? C'est une compression de la voie biliaire, non pas par un calcul qui se trouve dans le cholédoque, mais par un calcul qui se trouve à l'intérieur, soit du cystique, soit juste au niveau du collet vésiculaire, et qui va, du fait d'une conformation anatomique un peu particulière, comprimer le cholédoque. Et cette compression du cholédoque va expliquer un tableau pseudo-angiocolytique tout à fait typique, alors que finalement il ne s'agit que d'une cholécystite aiguë lithiasique sévère. Mais je dirais que c'est effectivement un des diagnostics différentiels. Les autres diagnostics différentiels me paraissent très peu probables et quasiment pas à évoquer. Alors, on en parle rapidement. Un cancer du pancréas, sous la forme d'un adénocarcinome de la tête du pancréas, un ampulome, un cholangiocarcinome, c'est-à-dire une tumeur des voies biliaires. Eh bien, habituellement, ça donne un ictère d'installation progressive à grosses vésicules tendues. Il peut y avoir des douleurs, mais qui sont à ce moment-là plutôt des douleurs pancréatitiques. Il n'y a pas de fièvre, ou alors dans le cadre d'un syndrome paranéoplasique, et le tableau est quand même très différent et d'installation beaucoup plus lente. Dans l'ampulome, d'ailleurs, la cholestase est assez tardive dans l'ampulome. Souvent, ce sont des petites tumeurs qui saignotent, et l'anémie est une façon de diagnostiquer l'ampulome avant même qu'il ne s'installe une cholestase. La compression extrinsèque par une lésion du voisinage, duodénale, gastrique ou un primitif hépatique. Là aussi, vous aurez soit des signes en faveur de ce primitif, un signe de mauvaise vidange gastrique, de mauvaise vidange duodénale, avant qu'apparaissent des signes de cholestase. Enfin, une compression par une adénopathie infectieuse ou tumorale, dans le cas d'une tuberculose, d'un lymphome, de métastases de cancer solide. Là aussi, ça va arriver, je dirais, très lentement, et il y a souvent des signes d'appel auparavant, mais les diagnostics peuvent être évoqués, mais ils arrivent très largement derrière.
une maladie primitive des voies biliaires. Alors, le plus souvent, cette maladie primitive des voies biliaires sont précédées par des signes avant-coureurs, et c'est rare que la déclaration soit faite par une angiocolite révélatrice. Alors, une cholangite sclérosante. Une cholangite sclérosante, ça touche des sujets masculins, ça touche des gens qui ont une rectocolite ulcéro-hémorragique pour la plupart, ils vont avoir des PNK positifs, et effectivement, il peut y avoir des phénomènes d'angiocolite ou d'abcès, quelquefois localisés à un segment du foie. Le diagnostic peut être difficile, mais la présentation est souvent un peu différente. Dans les cirrhoses biliaires primitives et secondaires, alors là, très clairement, j'annule. Pourquoi? Parce que dans les cirrhoses biliaires primitives, c'est une cholestase d'installation extrêmement lente, avec un prurite qui dure des années avant qu'apparaisse la maladie, effectivement, du foie ou des voies biliaires. Enfin, les maladies kystiques des voies biliaires ou la fibrose hépatique congénitale, c'est un petit peu comme la cholangite sclérosante, c'est d'installation extrêmement progressive, mais il peut y avoir des absédations ou des lésions localisées au niveau du foie. Ce qui fait que finalement, dans les causes extra-hépatiques, oh, je m'aperçois qu'il y a une faute dans cette diapositive, alors on va la corriger. Ce n'est pas extracellulaire, c'est extra-hépatique. Je vous prie de m'excuser. Il est toujours bon comme ça de corriger, mais vous voyez, c'est une conférence vivante hein, quand même. Donc ici, c'est les principales causes, c'est l'angiocolite lithiasique et largement au-dessus, l'ascaris, le syndrome de Mirizzi. Les autres causes arrivent vraiment très très loin derrière et sont des diagnostics différentiels rares. On les a revus quand même. Et je dirais que le diagnostic différentiel d'une cholestase extra-hépatique, eh bien c'est une cholestase intrahépatique fébrile et douloureuse. Et qu'est-ce qui peut donner une cholestase hépatique fébrile et douloureuse? Eh bien, la principale cause, c'est l'hépatite alcoolique aiguë. L'hépatite alcoolique aiguë, chez un patient buvant de l'alcool qui fait une hépatite alcoolique aiguë, il va présenter un tableau douloureux de l'hypocondre droit, volontiers fébrile, volontiers s'accompagnant d'une hyperleucocytose, d'un syndrome inflammatoire, et il va y avoir une cytolyse d'allure alcoolique avec azate supérieur aux alates, etc. Mais vous aurez surtout un signe de cholestase. Et je vous rappelle que l'importance de l'élévation de la bilirubine associée à l'importance de la baisse du TP, c'est-à-dire des signes d'insuffisance hépatocellulaire d'accompagnement, font la gravité de l'hépatite alcoolique aiguë avec le score de Madré. Deuxième cause, c'est l'abcès intrahépatique qui va donner un tableau douloureux aigu fébrile du foie. Pour les savants, les internistes, le syndrome de Fitzhugh-Curtis, la périhépatite à chlamydia, qui donne des tableaux comme ça, aigus, fébriles, et souvent, volontiers cholestatique, quelquefois purement cytolytique. Enfin, ne pas oublier que quand vous avez un sepsis sévère, notamment à BG-, notamment d'origine rénale, eh bien, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un foie septique, avec une cholestase septique secondaire. Imaginez que vous ayez une pyélonéphrite à BG-, à Escherichia coli du rein droit, eh bien vous aurez une douleur du côté droit, fébrile aiguë, et ça ressemble à s'y méprendre à une angiocolite. Et vous êtes d'accord que ces 4 causes sont véritablement des causes pourtant de cholestase intrahépatique, mais tout à fait qui font le diagnostic différentiel de l'angiocolite lithiasique. Et donc, pour se résumer, les diagnostics différentiels d'une angiocolite lithiasique, c'est globalement allez, quasiment pas de cause extra-hépatique, sauf le syndrome de Mirizzi et éventuellement un ascaris. Les autres causes, je les oublie. Et des causes intrahépatiques, HAA, hépatite alcoolique aiguë, abcès intrahépatique, apiogène ou amibien, périhépatite à chlamydia et cholestase septique. Alors, dans les causes de cholestase intrahépatique, les causes virales, le plus souvent, la douleur, la fièvre, précèdent l'apparition de dictère. Dans les auto-immunes, c'est rare que ce soit fébrile. Dans les causes de foie ischémique, de foie cardiaque, etc., n'ont pas cette présentation fébrile habituelle. Donc ici, les causes sont principalement extrahépatiques et c'était important que nous voyions ça de façon un petit peu longuement pour bien comprendre. Quels examens complémentaires demandez-vous dans le cas présent de cette cholestase aiguë, fébrile, douloureuse? Eh bien, l'examen clé, comme je vous l'ai dit, c'est l'échographie abdominale parce qu'elle va permettre de visualiser la vésicule biliaire, recherche d'une maladie lithiasique associée, sludge, le sludge c'est quoi? C'est de la boue biliaire, des signes de cholécystite, épaississement de la paroi. Image en double contour, quelquefois. Ça va permettre de voir la voie biliaire principale, la voie biliaire intrahépatique, et comme je vous l'ai dit, la dilatation des voies biliaires intrahépatiques et de la voie biliaire principale est en faveur d'un obstacle intrinsèque,
éventuellement, on va pouvoir voir que c'est un obstacle lithiasique devant une lithiase bloquée dans le cholédoque avec un cône d'ombre postérieur. Et puis enfin, ça va permettre de voir la tête du pancréas, le île. Quelquefois, c'est difficile en échographie, surtout à la phase aiguë, parce que vous avez un iléus paralytique associé et que l'on ne voit pas bien cette zone, et il est difficile aussi bien de voir la lithiase que d'avoir un examen morphologique précis du pancréas ou du île. Par contre, vous aurez un très bon examen du parenchyme hépatique, et comme je vous l'ai dit, les causes, les diagnostics différentiels étant principalement intrahépatique, c'est important de rechercher un foie brillant d'hépatite alcoolique aiguë, de voir un abcès ou une lésion focalisée évocatrice d'un autre diagnostic. Mais attention, si l'échographie abdominale, c'est la clé de voûte du bilan d'une cholestase, d'autres examens doivent être faits. Bien évidemment, la numération plaquette, le bilan de cholestase, le bilan de cytolyse, avec la recherche d'une hyperleucocytose, la recherche des signes de cholestase, la cytolyse d'accompagnement, bien sûr le bilan inflammatoire, d'accord, ça vous ne l'oublierez pas. Par contre, ce qui est fondamental devant un patient qui a plus de 39 de fièvre, c'est de demander des hémocultures systématiques. Ces hémocultures, comme toujours à l'ECN, quelques mots habituels, systématiques, au mieux centré sur un pic fébrile ou sur un frisson, ou si température supérieure à 38,5, répété 2 à 3 fois, sur milieu aérobie et anaérobie, pour rechercher des BG- et des anaérobies, principaux germes retrouvés dans l'angiocolite. Ne pas oublier quand même de demander un ECBU de principe. J'ai oublié dans cette diapositive, et je pense qu'il faut le marquer, un bilan urée plus créate, non seulement pour rechercher une insuffisance rénale fonctionnelle associée et de gravité dans le cadre d'un syndrome septique, mais également pour rechercher les formes avec insuffisance rénale d'angiocolite qu'on appelle les rares mais extrêmement sévères angiocolites urémigènes. Ne pas oublier non plus de faire un TP systématique et de donner de la vitamine K de façon à compenser les manques de vitamine K et à préparer un éventuel geste chirurgical ce patient. Petite diapo pour se rappeler ce que l'on fait. Vous avez un ictère, les urines et les selles sont normales. Vous devez demander en priorité une numération formule sanguine pour rechercher une anémie. Et si c'est une anémie, il faudra faire le bilan d'hémolyse. Et c'est la principale cause. C'est ça, la principale cause. Si la numération est normale, s'il n'y a vraiment pas d'hémolyse, pensez à la maladie de Gilbert, parce que c'est 15% de la population. Les maladies de Crigler-Najjar, c'est assez rare. Deuxième cas, vous avez un ictère à urine foncée à sel décoloré, c'est donc une cholestase. Vous êtes face à une cholestase, vous faites une échographie abdominale en 1. Cette échographie retrouve une dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatiques, c'est une cholestase extra-hépatique. Il va falloir vidanger la voie biliaire, discuter l'écho-endoscopie, éventuellement l'IRM, certainement la CPRE, voire la chirurgie classique. Il n'y a pas de dilatation des voies biliaires, la cholestase est intrahépatique, donc la cause est dans l'hépatocyte, peut-être la PBH, bien évidemment, l'IRM, la recherche des anticorps, notamment anti-mitochondrie, devront être discutés avant. Pensez bien évidemment, toujours ici, après l'écho-abdo, en 2, de faire le bilan infectieux avec les hémocs. Plus. Voici un petit résumé de tout ce que nous avons vu depuis le début de ce dossier. Nous passons donc à la prise en charge thérapeutique immédiate donc d'un syndrome de cholestase aiguë fébrile. Alors, c'est une urgence. Bien évidemment, on l'hospitalise. Au moindre doute en soins intensifs s'il y a des signes de gravité. C'est un abcès d'un organe vital avec une septicémie, ça doit être pris en charge comme tel. Surveillance scopée, oxymétrie de pouls,
diurèse horaire, repos au lit. Alors tous les gens qui vont mal, on les met au lit strict. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'ils tombent et que c'est un problème médico-légal. Toute urgence digestive est mise à jeun strict. Et puis on va prendre en charge d'une façon réanimatoire ce patient, pose une voie veineuse, lutte contre le choc éventuel, remplissage, drogue vasoactive. Rééquilibration hydroélectrolytique. On commence par du G5, 2 litres, plus du sel, plus du KCl, puis adapté au bilan entrée-sortie au iono. N'oubliez pas les vitamines, hein, B1, B6, etc., notamment chez les patients alcooliques ou chez doute alcoolique. Apport de vitamine K, parce que, je vous ai dit, rupture du cycle entéro-hépatique, baisse du TP, parce qu'il y a un manque de facteurs vitamino K dépendants, il faut donc traiter ces patients. Et puis antalgie, efficace. Alors là, pour le CN, les termes habituels, en fonction des paliers OMS, en fonction de l'EVA. Dans les maladies biliaires, ce qui marche bien, c'est le tramadol, le topalgique, par voie veineuse. Attention, moi j'aime bien mettre cette phrase quand il s'agit d'un problème hépatique. Évitez le paracétamol avant d'avoir éliminé clairement un syndrome d'insuffisance hépatocellulaire. Je crois qu'aux urgences, vous ne devez pas donner du paracétamol en première intention comme antalgique quand vous avez une orientation qui pourrait être hépatobilio-pancréatique et où il y aurait éventuellement des signes d'insuffisance hépatocellulaire. Et puis, bien évidemment, une fois qu'on a pris en charge le côté réanimatoire de ce patient, on va proposer un traitement qui soit un traitement adapté. Et devant une septicémie, le traitement, c'est une antibiothérapie. Et à partir de là, il faut cracher, si j'ose dire, les mots-clés habituels, par voie veineuse, puis avec relais oral, 48 heures d'apyrexie, probabiliste, puis adapté à l'antibiogramme, si germe retrouvé. Probabiliste, c'est quoi? C'est dans le cadre d'un problème biliaire, active sur les BG- et les anaérobies. Je vous propose globalement de faire soit de l'augmentin seul, 1 g x 3, je vous rappelle que c'est une bi-antibiothérapie, soit éventuellement en cas d'allergie à l'amoxicilline, une association rocéphine-flagile, les céphalosporines de 3e génération, et les céphalosporines d'une façon générale, ne sont pas actifs sur les anaérobies, on ajoutera du flagile. En cas de germes éventuellement résistants, discutez rapidement avec l'augmentin d'y adjoindre une quinolone de type ofloxacine ou ciprofloxacine. Et en cas de sepsis sévère, l'utilisation d'un aminoside, gentamicine 3 mg kg jour, en une seule ou 2 perfusions en fonction de la réponse, adaptée bien sûr au bilan rénal, devra être discutée. Une fois qu'on a pris en charge la réanimation et le phénomène infectieux, eh bien, comme on pense que le problème c'est un obstacle dans la voie biliaire, il va falloir enlever l'obstacle. Enlever l'obstacle, ça veut dire avis chirurgical et endoscopiste interventionnel. Et je vous rappelle qu'actuellement, l'endoscopie interventionnelle est souvent la forme la plus facile de traitement de ces patients, après avis anesthésiologique avec le score ASA, etc. Ne pas oublier le soin de nursing, l'HBPM chez un patient alité et stressé, et la surveillance clinique, biologique, classique, du bilan entrée-sortie, du TP, du bilan préopératoire. Je vous laisse hypertrophier ce genre de questions. Je crois que qui peut le plus peut le moins. Comme on n'est jamais sûr de la précision des grilles de réponse, autant hypertrophier ce genre de points. Votre hypothèse diagnostique principale est retenue. Il s'agit d'une angiocolite lithiasique pure, c'est ça que ça veut dire, et on vous demande de discuter les différentes thérapeutiques spécifiques proposables, c'est-à-dire finalement de libération de la voie biliaire. Eh bien, vous avez 2 méthodes. La première méthode, c'est la chirurgie. La chirurgie, c'est historiquement la chirurgie, la méthode de référence. Elle se fait par voie cœlioscopique, mais quelquefois, souvent en urgence, par un abord sous-costal droit. Elle comporte une cholécystectomie première, souvent difficile, du fait des phénomènes adhérentiels et inflammatoires. Elle est suivie par une cholangiographie péropératoire qui va permettre de repérer les calculs et de proposer une ablation, soit par voie transcystique, soit par cholédochotomie de proche amont. Ça veut dire quoi? Vous avez votre vésicule biliaire, le cystique,
le cholédoque qui va se jeter ici, et le calcul qui est bloqué là. Que fait le chirurgien? Eh bien, il enlève la vésicule biliaire, il injecte par la cholangiographie du produit de contraste qui va permettre de voir le calcul. Alors c'est un peu moins visible que le bleu et le rouge. Et une fois qu'il a fait ça, il va essayer d'enlever le calcul, soit par voie transcystique, avec une pince de Dormia ou un ballonnet, ou le pousser. Et s'il n'y arrive pas, il va faire à ce moment-là une petite ouverture, ce qu'on appelle une cholédocotomie, et enlever le calcul par cette voie. Le problème, c'est que la fermeture de la cholédocotomie n'est pas possible, car si vous cousez le cholédoque, il va y avoir une sténose, et donc on est obligé de mettre à l'intérieur en fin de geste, je vais essayer d'effacer tout ce que j'ai mis là-dedans, ça va pas être facile, mais enfin on va y arriver, on va mettre à la fin du geste un drain en T qui va drainer en haut et au-dessus et qui va ressortir par la cholédocotomie vers la peau et qui sera enlevé dans un deuxième temps. Le problème de cette technique, c'est qu'elle entraîne une morbidité et une mortalité importante. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il est préféré de proposer une cholangiographie pancréatographie rétrograde endoscopique en premier temps, et on va permettre une sphinctérotomie et une libération de la voie biliaire principale. L'estomac, le duodénum, que j'hypertrophie ici, l'arrivée du cholédoque ici. On passe par la bouche un duodénoscope à visée latérale qui va permettre de se mettre en face de la papille. Et une fois qu'on est en face de la papille, donc on a la papille qui est à peu près comme ça, avec le calcul bloqué à l'intérieur, le sphincter d'Oddi ici. Que fait l'endoscopiste? Donc vous avez votre endoscope qui est ici. On va passer une anse et on va couper le sphincter d'Oddi. En coupant le sphincter d'Oddi, vous allez avoir un élargissement et le calcul va pouvoir partir directement ou aidé par une pince de Dormia ou un ballonnet. Bien évidemment, une fois que vous avez enlevé le calcul et levé l'obstacle, il ne faut pas oublier systématiquement de proposer à froid une cholécystectomie qui est faite classiquement dans les semaines qui suivent la libération par sphinctérotomie et qui permet d'enlever, je dirais, le nid où se trouvent les calculs. Donc attention, cette méthode a une plus faible morbidité et une plus faible mortalité dans la prise en charge de l'angiocolite, mais si vous faites cette méthode, celle qui sera d'ailleurs à l'heure actuelle favorisée, il faudra bien proposer la cholécystectomie derrière. Vous décidez de réaliser un traitement endoscopique. À quelles complications principales soumet ce type de traitement? Principalement la pancréatite aiguë. Car quand on tripote la voie biliaire principale et l'entrée du wirsung, il y a souvent une réaction pancréatitique inflammatoire. Il peut y avoir des perforations rétropéritonéales, quelques hémorragies, mais qui sont le plus souvent traitées au cours même de l'endoscopie. Et dernière complication dont il faut se souvenir, c'est l'audite scléreuse, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait une cicatrisation aberrante au niveau de la sphinctérotomie, qui peut entraîner des épisodes cholestatiques chroniques, qui peut entraîner des épisodes d'angiocolite, notamment par reflux, et qui peut être la cause de cirrhose biliaire secondaire, ce qui fait que de temps en temps encore, chez certains sujets très jeunes, on se pose la question, est-ce qu'on fait une technique endoscopique ou une technique opératoire d'emblée? Voilà pour cette question sur l'angiocolite. Un tout petit détail, lorsque vous avez un calcul qui est bloqué dans le cholédoque et qui entraîne à la fois une angiocolite et une réaction pancréatitique, eh bien, il faut savoir que, d'après les études, en fonction du délai entre le moment du début des troubles et le moment de la prise en charge, la conduite à tenir n'est pas la même. À savoir, quand vous avez une association d'angiocolite et de pancréatite aiguë, si vous intervenez dans les 48 premières heures, le pronostic est à l'angiocolite et il faut le prendre en charge comme on l'a vu ici. Si vous agissez au-delà des 48
docteur, eh bien le plus souvent le calcul est déjà passé et le pronostic est à la pancréatite aiguë. Et il faut donc prendre en charge le patient de façon réanimatoire, comme dans une pancréatite aiguë, ce que nous verrons, je pense, dans une conférence prochaine. Voici pour ce dossier, avec les items abordés, c'était principalement un dossier de révision de cours pour mettre en place la conduite à tenir que vous devez parfaitement connaître en cas de cholestase, notamment lithiasique. Je vous propose donc de voir le dossier numéro 4.